Ceci est un livre audio autogénéré par Google. Première partie. Le corps n'est pas un objet. Chapitre 1er. Le corps propre en danse éducative. Le statut du corps dansant. L'élément central de notre recherche est le corps. Quelle est sa place dans notre société, quel est son statut? Corps physique Körper ou corps propre Leib, mais surtout quel est le statut du corps dans l'éducation, dans l'apprentissage de la danse en France? La France n'est pas un pays où la danse fait partie de la vie de tous les jours. Profondément rationnel, les Français ont conservé un état d'esprit qui privilégie l'intelligence abstraite à d'autres formes d'intelligence. C'est ainsi que l'intelligence sensorimotrice est délaissée dans les familles et à l'école, pour ne voir dans l'éducation de l'enfant que les savoirs intellectuels. Ils vont concerner essentiellement le langage et l'intelligence logico-mathématique. Ce sont ces deux formes d'intelligence que l'apprentissage de la danse contemporaine en France privilégie également. Sont délaissées l'intelligence musicale, l'intelligence kinesthésique, l'intelligence spatiale et les intelligences inter- et intrapersonnelles. Pourtant, ces dernières intelligences ne peuvent se développer que par une pratique concrète dans l'action. Elles vont également permettre une meilleure assise des intelligences qui mèneront au langage et à la logique mathématique, à condition de permettre à l'enfant la pratique corporelle du mouvement. L'art de la danse éducative nécessite une intelligence concrète qui peut être amenée par les fonctions sensorimotrices, opératoires et énergétiques, une curiosité inventive, une spontanéité et une expression dans le mouvement traduisant la subjectivité. Ne privilégier que le développement des savoirs abstraits, de la logique et du symbolisme, va entraver la vitalité émanant du corps de l'enfant qui ne pourra émerger à l'aide des mouvements expressifs. L'enfant coupé de ses possibilités personnelles d'action, va développer une gestuelle impulsive. Comment le corps dansant de l'enfant sujet pourrait-il prendre une quelconque valeur alors qu'il n'est pas encore pris en compte actuellement par les différents professionnels de la petite enfance? C'est uniquement vers un corps objet de soins hygiéniques que le personnel entourant le nouveau-né va orienter les futures mamans dans les journées consacrées aux informations. Les nouveau-nés sont reconnus comme étant des personnes, ce qui n'était pas le cas avant le XXe siècle. Ils sont également mieux pris en compte sur le plan psychologique et affectif. Mais si une certaine attention est accordée aux premiers mouvements, aux explorations, aux premiers pas, le corps n'en est pas pour autant reconnu dans son action comme l'élément fondamental du développement de sa personnalité, de son caractère, de son intelligence concrète et abstraite. Le corps de l'enfant reste un corps physique, vu sous le seul angle médical et anatomique, et ne devient que rarement par l'expérience et l'éducation un corps propre. La prise en compte du corps propre et celle du corps sujet comme axe fondamental dans l'éducation, comme pivot et ancrage dans le monde, et ceci dès sa naissance. La reconnaissance du bébé comme une personne et non plus comme un animal, tel que le voyait Malebranche, s'est porté sur une éducation intellectuelle en visant l'aspect de l'expression et de la communication verbale, alors que dans les premières années, c'est par des échanges non-verbaux que l'enfant et l'adulte communient. L'enfant qui ne bénéficie pas, et ils sont nombreux de nos jours, un éveil corporel, amenant une conscience qui s'éveille à la vie, au monde, va être limité à un esprit qui ignorera son corps. L'absence d'éducation corporelle des parents en est pour une partie responsable, ignorant l'importance du vécu personnel du mouvement, influencé par une société intellectualiste et vivant toujours à la limite du stress, de la fatigue et d'une santé précaire. La solution de facilité consistera alors en une prise de psychotropes, d'antidépressifs, ne permettant pas une prise en charge dans l'effort afin de pouvoir surmonter ces difficultés. Les enfants sont ainsi incités très jeunes à prendre ces médications, comme pour les enfants hyperactifs, au lieu de bénéficier d'actions éducatives leur permettant de prendre en main leur évolution. Le corps physique ne sera alors qu'un support pour la pensée, une enveloppe charnelle, un récipient tel que le considérait Platon dans sa philosophie idéaliste. Ce corps physique assure d'abord les fonctions pour lesquelles il a été créé, mais est relégué à un rôle subalterne jusqu'au moment où, complètement dénié, il se révoltera. Des pathologies s'ensuivront. Cette prééminence de la pensée sur le corps physique est de nos jours vérifiable dans tous les domaines et dans de nombreux pays. Le corps physique devient ce corps matériau revendiqué par la danse contemporaine,
si une éducation appropriée n'est pas apportée. Un corps physique qui grandit sans aucune attention à lui-même ne va pas permettre la conscience d'être soi-même, et la présence au monde ne sera localisée que dans l'esprit, dans la tête. C'est le sentiment très fréquent d'intellectuels qui ne peuvent percevoir la présence spatio-temporelle de leur corps propre. La prise en compte du corps propre dans l'éducation globale de l'enfant. Une deuxième naissance pourrait être celle de l'expérience de la danse éducative, où progressivement un sentiment de consistance s'élabore, par la perception de la présence concrète d'un corps qui est reconnu comme nôtre. Pouvoir le mobiliser, le localiser, faire passer des émotions à autrui. Se dessine alors lentement, comme un schéma qui se construit, un sentiment de plus en plus précis d'être un corps capable d'agir, alors que le souvenir de l'état précédent était celui d'avoir une tête pensante sans aucun support matériel. Cette activité du mouvement dansé permet de prendre conscience d'un changement. Ce corps qui paraissait absent et inconnu devient connu, non pas une connaissance intellectuelle, mais l'appréhension phénoménologique qui va faire vivre le phénomène en l'appréhendant. Émerge alors le sentiment que ce corps est nôtre, que ce corps est nous. Beaucoup d'enfants impulsifs sont actuellement dans le cas du corps physique sans aucune éducation globale, aucun éveil corporel n'ayant été réalisé dans les 3 premières années de sa vie. Ce corps physique est souvent doublé d'un corps rêvé, impalpable et flou, imaginaire. Ce corps physique, laissé à l'abandon, va se développer anarchiquement, sans le cadre éducatif associé à la frustration nécessaire, permettant l'émergence de la fonction de vigilance et du contrôle du mouvement. Les fonctions nerveuses sont livrées à elles-mêmes sans la régulation apportée par l'action des parents, des éducateurs. Les professionnels de la petite enfance savent théoriquement que le mouvement de l'enfant est important pour son épanouissement, mais beaucoup de jeux sont fabriqués et utilisés en vue d'un développement intellectuel. Dans la pratique, soit l'enfant est laissé seul pour s'amuser, ce qui effectivement est important mais insuffisant sans guider ses déplacements, les encadrer, les favoriser ou les interdire. Soit l'enfant va déjà se voir imposer des directives autoritaires, des apprentissages spécifiques qui ne viseront qu'à soumettre le corps pour servir l'esprit. Favoriser le statut du corps propre, c'est donner à l'enfant les possibilités de découvrir le monde, l'appréhender, apprécier ses plaisirs et accepter les obstacles. Tout n'est pas permis, et tout n'est pas possible, contrairement aux jeux informatiques. Du corps objet de soin des parents, le corps doit prendre son autonomie et l'éducation prendre la forme d'une attention particulière, visant les qualités à développer, visant l'être corporel pour lui-même et non pour servir d'outil à la seule pensée. Viser l'éducation vers un statut de corps propre consistera donc à préserver le désir de découverte et d'apprentissage par tâtonnement, et non pas vouloir lui apprendre le bon geste, comme il est fréquemment fait dans certains sports ou dans certains cours de danse. Il n'y a pas de bon geste en soi, car le geste le meilleur pour l'enfant est celui qu'il va découvrir, qui reflètera sa personnalité et son niveau de maturation. L'éducation du corps du jeune enfant concerne 2 directions. Une action vis-à-vis des enfants eux-mêmes, afin qu'ils puissent grandir, leurs fonctions évoluer et se structurer, tout en structurant leurs mouvements, en permettant au schéma corporel de se construire par le vécu de l'espace, du temps et de la relation aux autres enfants, et cela en suivant leur niveau de maturation, dans un climat affectif équilibré. Une action de la part des éducateurs, enseignants, professeurs eux-mêmes. Face à des enfants, pouvoir être et non imposer un savoir, un avoir. La relation est essentiellement empathique et sympathique, composée de langage non-verbal ou l'attitude, tonus de base, de l'adulte, sa manière d'être présent, de bouger, de parler, vont permettre d'établir un contact, un échange harmonieux. Un adulte stressé, mal à l'aise corporellement, n'aimant pas danser et n'aimant pas son corps, ne pourra permettre à l'enfant de progresser sur le plan corporel. L'accent mis actuellement sur le langage verbal diminue d'ailleurs plus encore la place donnée au corps, car le langage non-verbal doit absolument exister afin que le langage verbal puisse ensuite, en s'appuyant sur cette expérience, progresser. Nous assistons ainsi à un déplacement en section de maternelle du langage non-verbal vers une exclusivité du langage verbal. Les enfants, dès 2 ans et demi, vont faire s'extasier les adultes qui les entendent parler, mais vont présenter des inhibitions de la spontanéité gestuelle, ainsi qu'en même temps une impulsivité croissante. C'est un des signes de la disparition du corps propre à l'école.
Le regard posé sur l'enfant sera un regard qui va ignorer le corps, ou le réduire à un moyen. Le mouvement sera codifié et utilisé pour que l'enfant apprenne à mémoriser ou à reproduire des apprentissages. Une enseignante de petite section dit apprendre aux enfants des mouvements de gymnastique et l'apprenait elle-même le soir, en cours de gymnastique volontaire. Ce regard posé sur le corps de l'enfant va soit le faire disparaître et le nier, soit le voir comme un moyen d'arriver aux fins d'apprentissage. Dans le cas de l'apprentissage de la danse, le corps étant principalement visé, il prendra, selon la pédagogie employée, le statut de corps propre ou celui de corps-objet. Nous aborderons les différents systèmes qui ont rendu le corps esclave de la pensée, principalement en danse contemporaine. En ce qui concerne le corps propre, c'est à l'enfant comme corps sujet que nous nous adressons. Il sera concerné et interpellé dans les processus et les modalités éducatives. À l'inverse du conditionnement qui va imposer et rendre les mouvements du corps comme ceux d'une machine, le respect vis-à-vis de l'enfant va le prendre en compte dans sa totalité, physique, psychologique, émotionnelle, sensorimotrice et cognitive et avec une vision philosophique, celle du sujet. Le but sera de faire émerger ce qui est potentiel en l'enfant, et non de lui imposer des mouvements, ou un avenir qui s'inspirera d'un idéal conventionnel d'adulte. Par une forme particulière d'attention au corps, l'enfant peut s'ancrer dans la réalité et en dansant se découvrir tout en créant. La créativité ne pourra émerger qu'à ce prix, sinon l'adulte risque de plonger l'enfant dans la psychose ou les hallucinations. La connaissance ne sera pas calquée sur le modèle des fonctions mentales, mais appartiendra en propre au fonctionnement corporel. C'est par une action du corps équilibrée et éduquée que pourront ensuite émerger les fonctions mentales, non par causalité linéaire, mais par le dynamisme d'un individu qui, par l'action, va permettre une interfonctionnalité. Si l'on permet à un enfant, dans un cadre structuré et des limites évaluées, de pouvoir bouger, chercher, tâtonner, on s'aperçoit alors que cette liberté laissée lui permet d'explorer, de s'ajuster, de trouver des possibilités nouvelles que le monde extérieur lui renvoie. À partir de cette éducation première qui n'est pas à proprement parler un apprentissage, des comportements privilégiés peuvent émerger qui sont des manières propres de l'organisme d'exprimer l'essence de l'individu par une attitude générale envers le monde. Ces comportements privilégiés concerneront l'éducateur lorsqu'il va s'ajuster aux besoins, à l'âge de l'enfant, à son tempérament, en trouvant innovant et progressant. Ces mêmes comportements privilégiés vont parallèlement être vécus et émerger chez le tout jeune enfant, marquant ainsi, par les mouvements originaux et propres de son corps, sa manière d'être au monde, de s'ouvrir à lui. Cette attitude vis-à-vis du monde nous met en mesure de refuser une perspective de l'organisme comme une machine. Le travail pédagogique va permettre de passer d'un corps-objet d'attention à un corps propre et autonome. La pédagogie consistera à privilégier l'ajustement global, afin d'éveiller l'enfant. Cet ajustement ne sera pas un mécanisme d'adaptation, ni une réaction mais une action où la personne agissante et les phénomènes seront interdépendants. Le développement harmonieux des fonctions. Le corps de l'adulte rayonne de ce qu'il est, de ce qu'il vit. Si cet adulte vit son corps comme un étranger, le méconnaît ou pire le méprise, ce sentiment sera directement perçu par le jeune enfant. À un âge où l'enfant vit plus par son corps et son mouvement, son affectivité que par ses fonctions cognitives, il va ressentir par empathie sans aucune réflexion le sens existentiel de l'adulte. Il sera profondément et facilement influençable. L'adulte stressé, déprimé, fatigué, va révéler dans son attitude, son tonus, son regard, ses gestes, sa voix, une manière propre d'agir, révélant cet état difficile. S'il n'arrive pas à se contrôler, se détendre, faire abstraction de ses soucis, il va laisser émerger son état tonique trop élevé et l'enfant le percevra aussitôt. C'est le dialogue tonique. L'empathie consistera alors en une sorte de transmission de ce tonus trop élevé, que la voix va immédiatement exprimer. La voix pour les enfants est d'abord perçue dans la charge émotionnelle ou de violence qu'elle peut révéler avant toute signification des mots. Il est très courant d'entendre des éducateurs ou des professeurs de danse qui, en parlant, révèlent un ton autoritaire et sec. On retrouve souvent cet aspect dans des cours de danse classique, mais les autres disciplines n'en sont pas exemptes ainsi que dans l'enseignement scolaire. Ce ton de voix est lié à une pédagogie directive,
et révèle immédiatement l'être de la personne ainsi que son rapport au monde. La discipline de rigueur et de raideur est accompagnée par une attitude rigide du dos, une tension des jambes, du buste qui s'avance et du regard fixe et intransigeant. Cette attitude de l'adulte va se communiquer aux enfants par la voix, le regard mais aussi par une imitation inconsciente du jeune enfant. Si l'adulte n'y prend garde, l'enfant imitera toutes les attitudes d'ouverture ou de fermeture, d'agressivité ou de compréhension de l'adulte. C'est ainsi que la rigidité et les tensions du dos de l'enseignant vont se retrouver chez ses élèves. Certains enfants recherchent ce rapport, soit par timidité, soit par un besoin de sentir autour d'eux un cadre strict mais qui va les enserrer jusqu'à les étouffer. Ces enfants ont une grande difficulté à s'exprimer et à agir de leur propre initiative, et sont souvent passifs. Une grande danseuse classique anglaise a dit un jour qu'elle ne pouvait exécuter un pas sans qu'on ne le lui ait commandé. Le dialogue tonique pourra fonctionner par synchronie, de l'adulte qui, par un travail sur soi, de respect et d'épanouissement, va pouvoir moduler son propre tonus, même en cas de grande fatigue et dialoguer avec l'enfant par un corps propre irradiant force, détente et amour. Le dialogue va s'instaurer si l'enfant accepte l'échange avec l'adulte. Cet échange va également s'instaurer avec les autres enfants, en acceptant de donner la main à tous, de former une ronde, ensemble, d'évoluer dans une forme dynamique. La socialisation dure et longue à obtenir consiste sur ce plan corporel, à être ensemble, à agir ensemble, d'un même pas sur une même vitesse et à chanter d'une seule voix. Ce qui paraît simple est en réalité difficile à accepter pour un certain nombre d'enfants, qui dans cette forme de la ronde, ne cherchent à faire que ce qu'ils désirent, tirent sur les bras des voisins, se laissent tomber à terre en entraînant les proches, donnent des coups de pied, refusent d'avancer. Il ne s'agira pas d'exiger une ronde qui soit géométriquement parfaite, mais de comprendre qu'elle sera belle, parce que tous les enfants auront accepté d'entrer dans une dynamique commune et homogène et non plus faite d'individualités centrées sur elles-mêmes. L'homogénéité du groupe ne veut pas dire que les individualités soient gommées, mais que chaque enfant trouve sa place et son rôle dans le groupe. L'enfant unique, ou le cadet d'une famille, pourra avoir des difficultés à accepter que tout ne soit pas centré sur lui et sur ses désirs, devenant au fil du temps des caprices. C'est le problème contemporain de l'enfant roi, et même de l'enfant tyran. Il est fondamental pour les parents de prendre conscience de l'importance du vécu du corps, du leur et de celui de leurs enfants, de la relation qui peut s'instaurer par le corps. Dans celle-ci, le comportement des parents vis-à-vis de leurs enfants influence le futur comportement de l'enfant. L'enfant dynamique est celui qui aura l'espace et les possibilités d'exercer ses mouvements dans des limites autorisées. Ces limites, indispensables, vont constituer ce qui représente sur le plan du système nerveux central la fonction d'inhibition. Un enfant à qui on autorise tout, à qui on n'interdit rien, ne peut exercer l'indispensable inhibition sur ses mouvements, consistant à arrêter le mouvement et à le reprendre. Une chanson dansée, quand 3 poules vont au champ, pose un véritable problème à un groupe d'enfants de moyenne section de maternelle. Tout en respectant les différentes actions de la chanson, l'enfant doit contrôler son mouvement dans le temps et l'espace, pour lui-même et par rapport aux autres enfants. Les enfants instables et impulsifs ne peuvent s'arrêter à un moment précis ni dans un lieu précis. Ils se laissent toujours emporter par un élan trop grand, n'arrivant pas à mesurer leurs gestes. La chanson permet de verbaliser l'action tout en la réalisant. Il y a participation du corps entier, tant sur le plan vocal mélodique, rythmique que sur le plan des mots. Les mouvements s'exécutent simultanément. Il y a synchronisme par l'action et le dire. L'essentiel de la fonction d'éveil va remplir le rôle d'apprentissage à la découverte, par l'expérience enrichissante des mouvements exploratoires, avec ou sans objet, entretenant par le plaisir du jeu la fonction tonique à un certain niveau d'activité. Par contre, les éducateurs savent que les limites à ne pas dépasser seraient le trop d'activité, l'absence d'inhibition ainsi que le facteur temporel consistant à toujours presser l'enfant. De l'autre, le mouvement qui va progressivement se retenir par le jeu des phénomènes temporels. La chanson est le meilleur moyen naturel et très pédagogique, non conditionnant pour structurer le temps d'un côté et le mouvement de l'autre. Il est dommage que certains responsables de l'enseignement critiquent la pédagogie par les chansons, sous le prétexte que c'est un moyen dépassé de nos jours. Cette fonction d'éveil va permettre à l'enfant de l'habituer à se contrôler en cours d'action,
donc à s'empêcher d'agir quand il le faut, à attendre et à prendre le temps d'agir. Ceci mène à pouvoir aider à l'émergence de la fonction de vigilance ou attention. La pédagogie en danse éducative, si elle ne renie pas le temps comme il est courant en danse contemporaine, pourra apporter ce vécu du temps qui ne sera ni un temps mesuré et compté, ni un temps aléatoire, ni un temps mécanique. Le rythme de la musique stimule le rythme du mouvement. La relation adulte-enfant contrôlée par l'adulte éducateur afin de permettre à la fonction d'éveil de s'installer en se structurant, va se construire essentiellement à travers les mouvements du corps et de l'action. La structuration sera dans notre souci, une organisation en profondeur de la conduite, ce qui est la caractéristique du développement. Un enfant peut être vu grandissant en taille, mais il s'agit de pouvoir l'aider à structurer ce comportement, afin qu'il soit une évolution vers une autonomie et un développement de ses facultés, tout au long des différentes étapes de maturation du système nerveux central. La culture nous a habitués à développer les facultés intellectuelles, mais les facultés relevant des fonctions sensorimotrices et affectives sont soit délaissées, soit soumises à un entraînement tayloriste. L'erreur serait alors de dire que tout mouvement ou pratique de la danse peut mener à une éducation de la personne. Il est fréquent d'entendre que la danse classique est bonne pour le dos, alors que le travail musculaire peut être mal enseigné et entraîner des raideurs et des déformations du dos et des articulations. De toute manière, il est fondamental de savoir que l'enseignement de la technique de danse, quelle qu'elle soit, est néfaste pour l'enfant jeune, étant un véritable conditionnement. Sur le plan neuronal, au lieu de permettre la plasticité, elle va au contraire restreindre l'étendue des possibles et trop vite les figer. Il est aussi fréquent d'entendre des parents considérer qu'un cours de danse est toujours identique à un autre cours de danse, méconnaissant ainsi les dangers de certains cours, mais faisant également abstraction du fait que le contenu et la qualité d'un cours de danse est fonction de la personnalité du professeur de danse. Certains cours ne vont consister, du premier au dernier cours de l'année scolaire, qu'à préparer un spectacle de fin d'année, ne possédant aucun contenu pédagogique, moins encore de pédagogie éducative. La différence va tenir dans l'intentionnalité de l'adulte vis-à-vis de l'enfant. La principale intentionnalité, le but pédagogique, la chose visée, va concerner le respect du corps, de son intégrité, le respect de la personnalité de l'enfant comme être en devenir et non comme corps instrument. La danse éducative peut permettre à l'enfant d'exprimer par ses moyens propres sa singularité. L'expression artistique y est pleine, et l'éducation peut l'être également. On ne retrouve pas cette richesse dans les autres disciplines qui touchent le corps. Malheureusement, le terme danse est employé de nos jours par des personnes qui pensent que le fait de bouger sur de la musique sera de la danse. On peut voir alors des cours de gymnastique ou de musculation s'appeler cours de danse. Une des lacunes dans la pédagogie de la danse va être une absence parfois complète d'attention à un objet matériel. Très peu de pédagogues utilisent l'objet en danse, que ce soit sur le plan de l'expérience vécue, émotionnelle et expressive, ou sur le plan sensorimoteur. L'objet peut être utilisé comme moyen de jouer avec des règles strictes, comme dans le sport. Il peut être utilisé pour démontrer une adresse comme au cirque, mais également être prétexte à s'exprimer, et nous sommes devant un mouvement gratuit, sans but praxique extérieur expressif. Dans certaines danses traditionnelles, l'objet était utilisé comme symbole de la divinité à appeler, d'une sollicitation vers la nature et était le moyen concret de liaison entre le sacré et la nature. La danse classique a complètement laissé de côté l'objet pour ne se centrer que sur la technique corporelle. Certaines formes de danse contemporaine ont renoué avec ce contact d'objet pour certaines ou s'en sont complètement écartées pour d'autres. L'enfant a encore ce rapport mystérieux et créatif vis-à-vis de l'objet qu'il va transformer, détourner de ses fonctions courantes, investir d'affection ou le faire vivre comme s'il était un personnage. C'est l'objet transitionnel, entre le monde imaginaire de l'enfant et le monde concrétisé par la matière de l'objet. L'éducation dansée du jeune enfant doit être une éducation sensorimotrice qui parte de l'expérience propre de l'enfant, de ce qu'il sait et aime faire, pour lui ouvrir d'autres horizons de mouvement, de temps et d'espace, l'éveil à tout ce qui n'est pas lui. Un enfant inattentif sera un enfant qui aura le regard toujours attiré par ce qui bouge autour de lui.
Dans un groupe d'enfants et lors de séances de danse éducative, le moindre bruit extérieur, de pas, de voix, d'alarme, de cris d'enfants en récréation va le distraire. Son regard va alors immédiatement se porter vers la source de ces bruits, et y rester. Certains enfants vont même quitter le groupe pour aller vers la porte ou la fenêtre. La distraction vient d'un autre lieu que celui où il est. Il ne peut être à l'espace, au temps ou aux personnes avec qui il se trouve. Ces enfants auront de la difficulté à écouter ici, c'est-à-dire à prêter une attention ciblée sur une demande verbale, un son à percevoir, une chanson. Leur regard va papillonner, et leur tête se mobiliser sans cesse. Ils auront des difficultés à être présents, ici et en présence d'autrui, à être eux-mêmes, à se situer corporellement, à se nommer. Dans une classe de 25 enfants de 3 ans, on note une quinzaine d'entre eux présentant des comportements instables, ne pouvant rester en place, n'écoutant pas, balançant sans cesse les bras, se dandinant d'une jambe sur l'autre, secouant les bras des autres enfants quand ils se donnent la main, parlant incessamment. Ces enfants se rapprochent de ce que nous parlions auparavant concernant la fonction d'éveil. Ils ne peuvent s'empêcher d'agir sans cesse. Leur éducation n'a pas pris en compte le fait qu'il est indispensable que les parents demandent à leur enfant de s'arrêter d'agir. Parler, bouger, le temps du mouvement doit être interrompu. Ces enfants refusent la frustration, et n'acceptent pas qu'il leur soit demandé d'arrêter d'agir, ils ne veulent faire que ce qui leur plaît. L'absence d'attention coïncide avec la difficulté à concentrer le regard. Ils sont attirés par tout ce qui bouge et cherchent toujours la nouveauté sans s'y arrêter. Contrairement à ce qu'on pourrait penser, ceci n'est pas une qualité car ces enfants ne sont jamais satisfaits et ne peuvent contempler, prendre plaisir dans la durée, mais veulent toujours autre chose que ce qu'ils ont. Cela tient au fait qu'ils ont été habitués à la profusion. Laurent, enfant de 4 ans, a tous les jouets et les livres possibles à la maison. Il joue peu avec eux et les abîme rapidement. Leur nombre fait qu'il n'en connaît pas la valeur et les rejette. Il veut toujours ce qu'il n'a pas. Il ne peut se satisfaire, lors des séances de danse éducative, d'un seul objet à explorer, à manipuler et ainsi trouver diverses manières de s'exprimer. Il n'arrive plus à jouer, à chercher par lui-même. Le regard se dispersant sans cesse, ne pouvant se fixer, l'attention ne pourra pas non plus émerger, ne permettant pas la compréhension de l'action et l'apprentissage qui va s'ensuivre. Regard et audition vont souvent de pair. Ainsi les enfants souvent entendent trop de signaux auditifs et finissent par se fermer. Bruit de la télévision, discussion des parents ou des frères et sœurs, musique, voisins, bruit de la rue. Un fond sonore permanent abrutit et ferme à la perception sensible et à l'ouverture au monde. Les nombreuses sollicitations de certains petits-enfants, à la crèche, chez les assistantes maternelles ou à la maison, mènent également à une dispersion de l'attention. Laure, enfant de 12 mois, est gardée par une assistante maternelle. Sa maman raconte que dans la journée, elle participe à des fêtes avec d'autres enfants, va au cinéma ou faire du théâtre, voir des tableaux, jouer au parc. À notre question « Comment est-elle le soir quand vous la ramenez chez vous ?» elle répond qu'elle n'arrive pas à la coucher et que Laure reste dynamique très tard. La fonction d'éveil est ici bien malmenée car ce n'est pas en multipliant les informations sensorielles que l'enfant s'éveillera d'autant mieux. Ces informations doivent ensuite être intégrées. La multiplication des activités ne permet pas cette intégration, mais pire encore va élever le niveau tonique à un degré tel que l'enfant ne pourra que difficilement s'arrêter le soir pour se reposer. Dans la fonction d'éveil, le niveau tonique, sous-cortical, est directement en relation avec les fonctions sensorimotrices et affectives. Un pic dans le tonus de base va aussitôt se répercuter sur l'humeur, le niveau de réceptivité sensorielle, et le mouvement deviendra impulsif par un tonus trop élevé. Ce tonus trop élevé est en relation avec la vigilance qui va être amoindrie en retour. L'enfant sera très fatigué le lendemain et commencera très mal sa journée, sera irritable, restera avec un tonus élevé qui avec la fatigue, fera alterner les moments d'énervement avec les périodes d'abattement. Cet enfant se prépare un avenir d'hyperactivité. L'éducation corporelle et mentale ne peut se résumer à un activisme forcené, où l'enfant est pris pour un réservoir qu'il faut remplir d'un côté de connaissances, à l'école, de l'autre, d'activités dites de défoulement en lui faisant faire plusieurs activités différentes, sans souci du contenu de chacune d'elles. Ainsi l'éducation par la danse ne vise pas un apprentissage de mouvements techniques de danse,
mais une éducation du comportement dans ses modalités temporo-spatiales, toniques et sensorimotrices. L'important ne sera pas le mouvement appris, mais la manière dont il sera appris, c'est-à-dire la pédagogie. Si dans nos groupes d'enfants nous avons fréquemment des enfants instables, violents, ce n'est pas uniquement avec une séance d'1 heure par semaine que nous pourrons les aider, c'est aussi avec l'aide des enseignants, à l'école, lorsqu'ils prennent conscience de l'importance du corps, ainsi que des parents à la maison. C'est un travail qui va concerner tous les adultes qui entourent l'enfant. Si notre culture reconnaît théoriquement l'importance du mouvement pour le jeune enfant, la pratique connaît un grand retard. Elle est souvent limitée aux jeux, aux apprentissages pour se vêtir et manger. Malgré l'apparence d'une libération du corps de notre culture, l'éducation corporelle est encore soumise à un certain tabou ou à une ignorance plus ou moins délibérée. Les effets peuvent aller dans les deux extrêmes. Soit les parents sont très sévères et interdisent les déplacements jugés trop bruyants, soit ils seront trop laxistes et vont tout laisser faire sans interdit et sans cadre limitatif, sous le prétexte que l'enfant apprend à être libre. Le comportement de la première catégorie d'enfants, qui va se traduire par une maladresse ou une passivité, est actuellement plus rare, mais existe encore sous la forme de parents qui vont tout faire à la place des enfants. C'est le cas d'un enfant de 10 mois qui joue, assis au sol et qui, à chaque fois qu'il jette un jouet au loin, son grand-père ou sa grand-mère se précipite pour aller le chercher et le lui donner. Cet enfant ne se déplace pratiquement pas, même pas sur le ventre ou à 4 pattes. Par contre, il apprendra très vite, poussé par ses parents, à se tenir debout et à marcher, sans être passé par les étapes intermédiaires. Cette attitude risque d'amener un retard de certains aspects de la fonction sensorimotrice, où l'enfant ne pouvant faire ses propres expériences, n'aura pu exercer sa musculature, vivre différentes orientations de la tête et ainsi faire jouer l'équilibration, ni l'intentionnalité avec la recherche et la poursuite de l'objet avec les yeux, puis le déplacement pour aller le chercher. Le travail pédagogique de danse éducative peut permettre de renouer avec ces expériences manquées. Les enfants ayant sauté des étapes ont souvent de grandes difficultés motrices mais aussi d'orientation spatio-temporelle. Nous les retrouvons ensuite dans les classes de maternelle, présentant un retard global allant de pair avec un retard du langage et de la compréhension. Un travail de danse éducative mené par une pédagogie orientée vers un vécu qui va pouvoir permettre à l'enfant de rattraper ce retard est possible. L'enfant inhibé qui a été trop contraint dans son expression gestuelle ne va pas oser, va refuser de bouger en se réfugiant sous un banc ou une chaise. C'est un retour vers la spontanéité qui va alors être visé. Cette spontanéité est le signe de l'équilibre fonctionnel de l'enfant, marquant le bien-être dans la totalité du sujet, corps et esprit sans dualisme de subordination, et ne pouvant passer que par le vécu, procurant un plaisir et une joie par le mouvement. Ce vécu du corps est le passage obligé pour que les étapes du développement se déroulent dans le temps. Dans une civilisation technologique où les enfants très tôt zappent ou tapent sur l'ordinateur, le corps reste une valeur fondamentale, car il permet d'appréhender le réel concret et met l'enfant par son mouvement face à l'obstacle à franchir. Le travail en danse éducative favorisant la spontanéité est un travail de respect du corps qui n'a pas de reconnaissance actuellement, car il y a confusion entre impulsivité et spontanéité, entre spontanéité créative et laisser-faire. Le mouvement, comme les actions, est rarement gratuit et chaque action demandée à l'enfant est celle qui sert à quelque chose. Le mouvement dansé expressif est un mouvement qui vient du plus profond de l'être. Il ne cherche pas un intérêt extérieur, il ne cherche ni à montrer ni à démontrer. Ainsi la découverte et l'expression de soi passent par l'émergence d'un mouvement spontané. L'éducation en danse s'attachera donc à permettre à l'enfant de passer d'un mouvement impulsif, c'est-à-dire d'une décharge motrice incontrôlée, sans qualité temporelle et spatiale, à un mouvement spontané, un mouvement socialisé, expressif et révélant la personnalité. Ce mouvement propre est à l'opposé du mouvement mécanisé du corps-machine ou du corps-objet. L'apparition du mouvement spontané révélera que l'enfant a franchi une étape, celle de l'éveil, et pourra aborder ensuite l'étape des apprentissages sensorimoteurs. Une classe de moyenne section de maternelle nous a été confiée à la demande de la directrice et de l'enseignant. Elle posait de gros problèmes de par le grand nombre d'enfants impulsifs, plus de la moitié, en grande partie des garçons.
Dès la première séance, nous avons trouvé un groupe d'enfants qui couraient à travers la pièce, se bousculaient, se jetaient par terre, n'écoutaient rien et criaient. La pédagogie étant celle, non pas d'immobiliser, de contraindre, mais de permettre le mouvement afin de pouvoir progressivement travailler sur ces paramètres, temps et espace. Le premier trimestre a consisté à varier les expériences tout en permettant le mouvement. Chaque possibilité de mouvement donnée étant traduite en termes de violence, il nous a fallu instaurer un cadre, d'abord assez étroit, avec à l'intérieur des possibilités de mouvement. Le travail sur la voix, les mouvements, les rythmes, associés à un vécu spatial et sur les mouvements de tout le corps, a permis progressivement d'élargir ce cadre tout en permettant que la créativité des enfants évolue, car il ne peut y avoir de créativité s'il y a impulsivité. Après 4 mois de ce travail, nous avons entrevu un changement dans l'attitude et dans le comportement. Le maître, très déprimé, ne voyait aucun changement. 2 séances après, et progressivement, il admit avec soulagement qu'il voyait effectivement une modification se dessiner chez la majorité des garçons posant problème. 4 d'entre les plus difficiles s'étaient également améliorés, mais gardaient encore des mouvements brusques et mal orientés. Cet enseignant n'avait pu avancer que difficilement dans les différents apprentissages scolaires au cours du premier trimestre, et a vu une nette progression en ce deuxième trimestre. Si une éducation par la danse peut se faire et agir sur le comportement, c'est d'abord et avant tout dans la tranche d'âge qui correspond à ce plaisir du corps vécu de l'enfant. C'est à partir de cette richesse vécue que l'attention sur le corps pourra se fixer d'abord, puis sur les éléments extérieurs et enfin sur des concepts ou des signes plus abstraits. Le regard qui objective autrui est un regard qui ne le prend pas en compte comme une personne. La vision n'est pas seule, les sens fonctionnent système ouvert, le champ sensorimoteur. Mon regard, mon toucher et tous mes autres sens sont ensemble les puissances d'un même corps intégrés dans une seule action. Si un phénomène ne s'offre qu'à un de mes sens, c'est un fantôme. Ainsi notre attitude envers notre propre corps, que ce soit en le considérant comme corps propre ou comme corps-objet, va dessiner une certaine manière d'appréhender le monde. Le regard posé sur l'enfant est aussi souvent dépendant de notre propre corps. Si l'éducateur se déprécie, se considère comme un objet ou a été considéré ou manipulé comme tel, il reconduira cette attitude face aux enfants. Toute la philosophie implicite de la danse contemporaine et de la danse classique tourne autour du corps instrument, du corps objet, du corps machine, du corps matière, autant de noms qu'ils donnent eux-mêmes. Beaucoup de danseurs sont imprégnés de ces images et n'ont pas pu ou pas cherché par eux-mêmes leur propre voix, d'autres expériences du corps plus constructives. Il s'agit à ce moment-là d'une remise en question des vérités qui ont été assénées lors de formations professionnelles. Il est en effet surprenant de voir à quel point beaucoup de danseurs acceptent le fait que leur corps soit une machine. Seule la réflexion peut permettre de prendre conscience que le corps ne peut être et n'est pas une machine. Il y a dans ce constat la surprenante réalité d'une acceptation de fait, imposée sans aucune mise en doute par un conditionnement mental, et un conditionnement sur le corps lui-même. Le corps devient propre, sien, en refusant la facilité, c'est s'engager à vivre, à avancer, à chercher à construire sa propre existence. Pour le pédagogue, il s'agit d'aider le jeune enfant à construire son être par un vécu harmonieux du corps. Chapitre 2, le behaviorisme et le mécanisme en danse contemporaine, les fonctions en danse EDUCATIVE. Il y a 2 sens et 2 sens seulement du mot exister. On existe comme chose ou on existe comme conscience. 6. Le courant behavioriste imposé en danse contemporaine, au détriment de l'existence. La pédagogie utilisée en danse contemporaine relève du courant behavioriste. Le corps n'y est vu que comme un assemblage d'organes, de membres qu'il faut coordonner. Le mouvement va être morcelé puis juxtaposé. Le fonctionnement de base qui est le réflexe classique ne va pas être pris en compte comme intelligence du corps, mais dans son aspect linéaire. Le behaviorisme, aussi appelé comportementalisme, considère d'une part le corps, les sens, les muscles dans leur aspect physiologique et morphologique, détachés de tout contexte extérieur vécu, et d'autre part une pensée qui coordonnerait, dirigerait, réfléchirait et serait le maître du corps. Le comportement de la personne va être constant, répétitif et être représenté par une opération linéaire.
Le stimulus est l'agent externe qui va venir frapper l'organisme et déclencher mécaniquement une réponse constante, identique dans l'espace et le temps. Le behaviorisme tourne ainsi le dos au vécu qui va permettre à l'enfant de vivre des expériences personnelles et enrichissantes et par le même fait, va refuser l'originalité du corps, c'est-à-dire un corps propre. L'expérience n'aura sur le plan pédagogique aucune valeur puisque quoi qu'il arrive, les mêmes réponses seront provoquées par des stimulations identiques. On peut immédiatement se rendre compte de l'erreur de telles croyances, lorsqu'on se donne la peine de faire danser des enfants, en les mettant en relation les uns avec les autres ou avec des objets qu'ils peuvent manipuler. Aucun enfant n'a les mêmes mouvements, ni la même attitude car il est déjà une personne originale. Même en imitant les autres, une singularité émerge. Si son comportement révèle des répétitions et des stéréotypes, on pourra soupçonner que cet enfant a subi une éducation trop contraignante ayant appauvri ses possibilités. Goldstein et Merleau-Ponty ont relevé que le réflexe classique ne peut se produire que dans des circonstances de conditionnement, dans un même environnement appauvri, en répétant les mêmes actions sur les mêmes parties du corps. Le behaviorisme a expérimenté ces préceptes en isolant une partie du corps, qui réagirait alors toujours de la même manière aux événements du dehors. L'exemple le plus connu est celui de la grenouille, à qui on a des un E accent aigu RE accent aigu un muscle. Le mouvement de la personne ne peut se comparer à ses expériences de laboratoire. Pourtant en danse contemporaine, toute la biomécanique est basée sur le morcellement des parties du corps et leur manière isolée de fonctionner. Cet isolement nous éloigne de la fonction qui est au contraire la prise en compte d'un ensemble d'organes ou de structures neurophysiologiques, capables de s'organiser en vue d'une action. C'est également ignorer le rôle du système nerveux central. Les opérations essentielles du système nerveux sont de canaliser les informations sensorielles entrantes vers une multitude de structures hiérarchisées, d'opérer une série d'intégrations successives et de faire converger les messages en fonction de programmes génétiques et épigénétiques vers des voies finales communes, les neurones qui agissent sur les organes effecteurs, les muscles et les glandes. La danse contemporaine en France, à la première adopté la biomécanique venant des États-Unis, l'a imposée aux autres styles de danse dans le diplôme d'État. Intégrée dans un ensemble appelé kinésiologie, elle utilise ce principe dans son apprentissage destiné aux enfants. La kinésiologie va consister en un amalgame de différentes techniques contradictoires comme par exemple la méthode de M. Alexander et l'eutonie de G. Alexander. Ces contradictions n'ont pas semblé gêner les formateurs en danse. La biomécanique et le behaviorisme ont en commun un refus de considérer les fonctions du corps propre, c'est-à-dire le système nerveux comme structure fondamentale en vue de comprendre le mouvement. Le mécanisme c'est aussi, comme le behaviorisme, considérer que le corps est un objet, une machine dont il faut prendre les commandes pour qu'elle produise un rendement maximal. Les commandes seront alors prises par la pensée, qui sous ce terme vague permet de laisser planer toutes les interrogations. Lors de ces conditionnements, le réflexe isolé est seul pris en compte, individuellement, sans la totalité de la personne ni les éléments du monde extérieur. L'homme est envisagé comme une machine coupée du monde. Le stimulus et la réponse dans ce réflexe isolé vont être décomposés en une multitude de processus partiels extérieurs les uns aux autres, dans le temps et dans l'espace. Des connexions seraient préétablies, éliminant par là toute la valeur de l'expérience vécue, de la structuration et de l'intégration, de l'apprentissage, de la mémoire et de la rencontre avec autrui. Le schéma corporel n'y a plus sa place. C'est ainsi que dans une séance de danse contemporaine adoptant ces déterminismes, il sera visé de provoquer des réflexes ciblés, de telle ou telle partie du corps, afin qu'il y ait un mouvement qui serait alors qualifié de mouvement naturel du corps, car il aurait donné cette réponse de lui-même. Si réellement il y a stimulation d'une partie du corps, la réponse donnée ne sera pas réflexe. Ce sera un mouvement isolé ne concernant pas toute la personne. Un véritable réflexe ou réaction concernera l'ensemble du système nerveux central. Le corps dansant est alors une machine passive, où la pensée se contente de pousser sur un bouton afin de déclencher une réponse appropriée. Toute notre étude va ainsi retrouver ces mêmes constantes: morcellement du corps, prédétermination, mécanisation, et prise en charge par la pensée. Les théories d'apprentissage de la danse contemporaine,
et de la danse classique, par la kinésiologie se résument ainsi. L'objectif technique pourrait s'énoncer dans ces termes, séparer, isoler pour relier et coordonner. Selon cette conception, l'expérience morcelante, isolante est devenue le fondement idéal de la connaissance. 9. C'est à partir de telles conceptions que furent isolées la sensibilité par rapport à la motricité, alors qu'ils forment une fonction, la fonction sensorimotrice. Afin de connaître, on cherche à morceler, établir une connexion entre la tête et la cage thoracique, afin de rendre indépendants les vertèbres et la ceinture scapulaire dans un travail de différenciation. 10. Après avoir dissocié et différencié, il est procédé à une juxtaposition. Nous nous trouvons devant un processus où la fonction disparaît en tant que telle. Le stimulus, comme agent déclenchant mécanique, est également fréquemment utilisé en kinésiologie, stimuler par la peau, stimuler la perception, 11 et même stimuler le désir de bouger, mais il s'agira d'une réponse recherchée comme celle d'une action moulée sur la situation qui va la provoquer. 13. Le mécanisme. En Russie, c'est par la pratique du taylorisme que la biomécanique va s'imposer. Le but était de rationaliser l'activité professionnelle du travailleur afin d'obtenir un meilleur rendement, sous couvert de bonnes intentions, le bien-être du travailleur. Il était alors admis que le corps humain était construit et fonctionnait sur le modèle des mouvements de la machine. Chaque mouvement décomposé devait être imité par l'homme et devenir ainsi un assemblage de mouvements répétitifs, où l'intelligence d'action concrète n'y avait plus sa part, les mouvements ayant été au préalable décortiqués, dissociés, programmés et réassociés. L'instrument humain doit soumettre tout mouvement dans le temps et dans l'espace à un calcul exact. Par la vision objective, le corps est transformé en une machine où tout comportement personnel est banni. Le modèle est celui de la raison, pensant que le corps n'est pas capable de trouver ses propres solutions aux problèmes posés par l'environnement et vis-à-vis de tâches concrètes. Le principe du mécanisme est de programmer chaque bribe de mouvement, et pour cela utiliser un morcellement du corps afin de permettre une connaissance objective. De ce fait, la vie disparaît, le temps et l'espace vécu également. Afin d'étudier et d'arriver à des connaissances de plus en plus précises, le mouvement était filmé puis analysé, décortiqué. Ce sont les études de Marais qui ont servi de point de départ. Il a cherché à analyser le mouvement à partir de films. Ce mouvement était vu et interprété sous l'angle d'une suite de positions dans l'espace. La rationalisation consistait alors à copier ce mouvement, pose par pose, image par image. L'analyse était privilégiée pour découvrir les solutions trouvées par la nature. 15. Ces solutions devaient renseigner sur le comment du mouvement. Mais ces études ne peuvent en aucun cas remplacer l'expérience directe du mouvement. Laban a repris à son compte le taylorisme et sa rationalisation, en inversant le processus temporel. En partant du résultat des expériences de Marais qui décomposaient le mouvement pour le penser, il a introduit la représentation de ce mouvement non pas à partir du vécu propre de chaque personne mais à partir d'un modèle extérieur afin de l'apprendre. L'analyse permet de comprendre, mais ne propose pas une méthode d'apprentissage. C'est l'intrusion d'une partie de l'intelligence dans l'organisation du système nerveux et du mouvement, celle qui veut figer pour connaître. Dans le même état d'esprit, le rythme était utilisé à des fins de conditionnement afin de donner une régularité au mouvement appris. Le temps était réduit à un temps mesuré, vide d'humanité et d'émotion. Ce temps enfermait alors la personne dans les mêmes rythmes, les mêmes vitesses, sans aucun souci de la personnalité, sans préparation ni ajustement et ne visant qu'un résultat performant. Ce rythme-là n'est plus la vie, la pulsation du corps vivant et mouvant mais la scansion qui impose, limite et enferme. Un rythme consiste en 2 ou plusieurs parcelles de temps de mouvement consécutifs. C'est également en Russie que des expériences sur la transcription graphique du mouvement ont débuté, reprises ensuite par Laban pour codifier et figer le mouvement. En Allemagne, les mêmes éléments se sont développés, plus marqués encore et ayant malheureusement fortement influencé l'apprentissage de la danse en France jusqu'à nos jours. Avec Skinner, le matérialisme mécanique a cherché des lois du comportement, c'est-à-dire des constantes, régissant les actes d'une même personne, généralisables à tous les êtres humains. La Gestalt a progressivement modifié ses points de vue par la théorie de la forme,
mais les danseurs actuels en sont restés au behaviorisme et au mécanisme. Ces doctrines ont été dénoncées par de nombreux chercheurs et pédagogues. Elles ne considèrent le corps, l'organisme que comme un ensemble d'appareils isolables, de structures constantes, modifiables d'une façon constante par des excitations extérieures et y répondant par des réactions constantes. La méthode Monsieur Alexander en est un exemple caractéristique. Elle est enseignée sur le plan pratique aux chanteurs et dans certaines formations de danseurs. Monsieur Alexander expose ses recherches dans un livre intitulé « L'usage de soi ». Il appelle sa méthode une méthode scientifique. Celle-ci s'appuie sur le principe du réflexe classique. À l'opposé du comportement réflexe et de la réaction-action, Monsieur Alexander pense que l'organisme est incapable de se gérer lui-même et doit apprendre à se connaître pour se diriger, car sans ce rationalisme, il s'utilise mal. Monsieur Alexander opérait à la manière du behaviorisme, dans un contexte où le mouvement ne pouvait être naturel, dans un milieu fermé, et en isolant les différentes parties du corps, empêchant tout fonctionnement intelligent du corps. Chaque leçon était une démonstration d'un laboratoire expérimental. 19 Monsieur Alexander établissait une causalité linéaire entre les sens et le jugement. Les sens n'étant pas fiables, les jugements s'appuyant sur eux étaient également faux. En réalité, ce ne sont pas les sens qui nous induisent en erreur, c'est l'interprétation que la pensée objective va vouloir en donner, bloquant ainsi le fonctionnement sous-cortical par une intrusion de l'intelligence. Les sens n'étant pas des mécanismes réflexes, ils ne vont pas donner la réponse attendue par l'intelligence. Si les jugements habituels que nous portons sur nous-mêmes sont pervertis, c'est qu'ils sont basés sur un appareil sensoriel non fiable, comme il l'est forcément si les habitudes de notre propre conduite sont déjà fausses. 20 Se fier aux sens représenterait une menace universelle, et toute recherche qui pourrait rendre les sensations fiables 21 par la volonté serait d'une valeur inestimable, selon Monsieur Alexander. Si la pédagogie en danse contemporaine consiste à énumérer ce qu'il faut obtenir, nous en sommes amenés pour y arriver, à trouver des recettes universelles. Au contraire, il s'agit de tenir compte des motivations de l'enfant. Si celui-ci n'en possède pas, c'est alors un but en soi que de permettre que cette motivation émerge à travers une pédagogie adaptée à la personne. Pour Monsieur Alexander, le désir est mécanisé. La réponse réflexe va être assimilée à l'instinct. L'instinct étant mauvais, c'est la raison qui va prendre le réflexe en charge. Ceci est à la fois erroné et simplificateur. Il y a différents réflexes qui agissent aux différents niveaux du système nerveux central. Généralisant, Monsieur Alexander pense que les mouvements réflexes ont un caractère nuisible 23 et doivent ainsi être supprimés afin d'en construire d'autres. Il suffit de les reconstituer en de nouveaux réflexes conditionnés. Une vision mécanique de l'être ne peut en même temps prôner l'engagement, la liberté et la conscience de l'être. C'est le souci pédagogique qui va guider le pédagogue afin de permettre à l'enfant le franchissement des obstacles menant à un statut de corps propre, de corps humain. Ce corps propre sera le corps d'un être situé corporellement au monde et non fermé en soi. Sinon, l'esprit peut se réfugier dans la solitude cherchant lui-même à se satisfaire tantôt dans une architecture de rêve, tantôt dans le sentiment indivisé de sa simple présence à lui-même. On évitera difficilement qu'il n'éprouve à l'égard du réel un sentiment d'amertume, de mépris ou de pitié. Ne voir le corps d'autrui que comme une chose, c'est ne pas le voir comme une personne vivante, mobile, engagée et dynamique. C'est ne pas le voir comme corps humain, pouvant s'élever jusqu'au niveau de la conscience de soi. Si face à un enfant, l'adulte ne voit qu'un corps-objet, c'est qu'il a laissé une certaine pensée objective construire autrui et non permis au regard naturel de vivre avec lui les expériences du mouvement dansé. Cette pensée objective va poser autrui devant soi comme une chose à modeler, manipuler, comme une matière plastique, ainsi que les danseurs contemporains aiment à comparer le corps. La pensée objective va révéler une prise de pouvoir de l'adulte sur le corps de l'enfant. Les yeux qui vont se poser sur l'enfant ne vont plus être de l'ordre du regard car isolés par une vision objective. Ils ne vont plus être partie prenante de l'être global qui est engagé dans la relation. Si je veux m'enfermer dans un de mes sens, je me projette tout entier dans mes yeux, je n'ai bientôt plus conscience de regarder. Le sujet percevant et le sujet perçu disparaissent. L'importance du regard va être double.
le regard posé sur soi, sur son propre corps face au corps d'un enfant, faisant de soi un corps propre ou un corps instrumentalisé. D'autre part, la manière dont nous allons développer notre vision du monde va permettre la rencontre de tous nos sens et nos mouvements, avec le monde des objets et autrui. Ce sera notre relation avec le réel. L'enfant en réponse, selon son éducation et sa personnalité, va opposer un refus en résistant à ce que l'adulte va vouloir lui imposer, ou bien lui faire confiance et suivre ses propositions. Nous défendons au contraire le concept de corps propre, qui est le corps d'un être situé corporellement au monde. Pour Goldstein et Merleau-Ponty, la division du corps et de son fonctionnement en petites particules puis sa recomposition n'ont donné que très peu de résultats. C'est pourtant ainsi qu'agit la Laban. Le mouvement est caractérisé par une forme créée par des sections d'espace, de rythme, générées par des sections de temps. 27 Goldstein, par ses études, nous a prouvé que l'organisme fonctionne comme une globalité et que lors d'un traumatisme ou un accident, les fonctions vitales les plus dynamiques vont réajuster leur fonctionnement afin de rétablir un équilibre global. Cette globalité du comportement, surtout dans les premières années de la vie, est la forme de fonctionnement de l'organisme, du système nerveux, mais également le mode d'élaboration des actions de l'enfant. Dans la pédagogie, c'est en effet en partant de son mouvement global, de ses actions propres, et par le jeu de l'ajustement que l'enfant pourra progresser intelligemment, c'est-à-dire sans le conditionnement behavioriste ou mécaniste. La fonction et l'organisme comme Gestalt en danse DUCATIVE. À l'opposé du mécanisme, la fonction réalise un ensemble indivisible de mouvements reliés par un rapport significatif à quelque chose d'extérieur à ces mouvements. La fonction ne peut donc se réduire à l'assemblage d'organes par la proximité anatomique ou mécanique. La fonction est une forme. La biologie du XIXe siècle était marquée par le mécanisme. La théorie de la forme est née en réaction contre cet associationnisme. Pour cette dernière, les sensations élémentaires étaient associées en éléments expliquant des impressions plus complexes. À leur tour, celles-ci formaient des jugements par la raison et des catégories de la pensée. Les danseurs contemporains semblent avoir adopté cette théorie. Ils pensent qu'en imitant les mots, verbes, par les mouvements du corps, ils vont en prendre possession et développer ainsi parallèlement l'intelligence corporelle et l'intelligence mentale. À l'opposé, la forme a une gestalt quaditète qui est inexplicable par la synthèse des éléments. La forme aussi bien que la fonction est non pas une réalité physique mais un objet de perception. C'est à l'univers des choses perçues que la gestalt théorie emprunte sa notion de forme. Dans la théorie de la forme, le tout n'est pas la somme des parties. Elle permet, selon Merleau-Ponty, la synthèse de la nature et de l'idée. Par la nature, nous permettons à l'enfant de trouver ses mouvements et de les contrôler progressivement dans l'espace et le temps. Le concept et l'idée pourront ensuite s'appuyer sur cette expérience vécue. Par cette forme, l'être est envisagé dans son devenir comme un organisme total orienté vers un but. Alors que dans le behaviorisme, seuls les agents extérieurs actifs sont considérés, il y a dans la théorie de la forme, prise en compte de l'organisme lui-même et des éléments actifs internes venant provoquer les phénomènes externes. La forme de l'excitant est créée aussi par l'organisme lui-même, par sa manière propre de s'offrir aux actions du dehors, 30 ce qui module déjà le caractère strict du réflexe classique. Cela remet entièrement en cause le réflexe classique comme moyen d'apprentissage et comme vision du mouvement, mais également privilégie le concept de réaction comme celui d'une action réciproque, plus près de la réalité. Le comportement est non seulement un effet du milieu, mais aussi la cause première de toutes les modifications de l'organisme. Il va dans le sens de l'activité naturelle du système nerveux. 31 La cellule nerveuse constitue un système d'automotivation. Le besoin d'action des organismes vivants est le besoin même de vivre. Le système possède sa structure et ses lois. Aucune loi n'est formulable pour chaque partie prise séparément. La forme, le système sont à l'opposé du corps-instrument. À l'inverse, morceler le corps et l'articuler par des lois mécaniques relève de lois causales et d'un univers positiviste. On ne peut prévoir les effets d'un événement extérieur, même complexe, à partir des éléments qui le composent. Le contenu peut varier sans que la réponse déclenchée varie elle-même, s'ils sont de même forme spatio-temporelle.
En cas de concurrence de plusieurs événements, c'est la forme beaucoup plus que la nature, le lieu ou l'intensité qui détermine le réflexe. Ces réactions ne sont pas les réactions longitudinales de la théorie classique, permettant de rechercher dans l'organisme lui-même, ce qui fait d'un stimulus complexe autre chose que la somme de ses éléments. Nous ne sommes plus alors exclusivement orientés vers le milieu, mais vers une non-passivité de l'organisme et une interaction. L'organisme va réagir à l'événement extérieur ou au questionnement propre, en y contribuant en se constituant. Les modifications n'ont été possibles que par les mouvements qui les ont précédés. Le comportement est à l'origine des actions extérieures et réciproquement. La réponse de l'organisme va être à chaque fois différente car elle emprunte des chemins et trajets non déterminés, mais qui se créent au fur et à mesure des expériences. Il y a causalité circulaire. 34 C'est pourquoi l'organisme, le corps ne peuvent pas être des machines qui ne font pas que réagir aux actions du dehors. Ils vont au-devant des phénomènes. Ce point de vue coïncide avec les recherches neurologiques actuelles. Un des objectifs de Haberthos, chercheur au CNRS, est de réhabiliter le corps sensible et l'action, dans l'étude des mécanismes cognitifs de la perception. 35. Il s'oppose aux physiologistes des années 1960, qui ont découpé la perception selon les sens comme si le cerveau les traitait séparément. Il a d'ailleurs démontré que le cerveau choisit, sélectionne les sens utilisés à tout instant, en fonction de l'action en cours, de ses projets et de ses conséquences attendues, qu'il influence et prédétermine la sensibilité des capteurs par des signaux liés à l'action en cours ou extraits de la mémoire des actions passées. 36 Mais il s'agit de ne pas confondre cerveau et pensée ainsi que le font les danseurs. Une sollicitation extérieure dans un milieu naturel ne produit jamais un réflexe constant. Le réflexe va varier selon que le membre soumis à l'expérience va se trouver dans une position ou une autre, selon le comportement du reste de l'organisme et selon l'attention sur l'événement ou son détournement d'attention. Le réflexe ne peut être compris en isolant une partie du corps soumis à l'expérimentation, du reste de l'organisme, puisque le réflexe dépend de l'attitude générale du corps. Il est impossible de comprendre le réflexe à partir du seul appareil isolé. La fonction SENSORIMOTRICE et non l'isolement des sens. Il est encore courant actuellement d'entendre parler des sens séparés entre eux, mais surtout des sens séparés du mouvement. Pourtant sur le plan nerveux, l'arc réflexe est une forme fermée, établissant une continuité entre les branches centripètes et les branches centrifuges. La branche centripète ou sensorielle se poursuit sans interruption par la branche centrifuge qui est motrice. C'est la fonction sensorimotrice qui est fondamentale pour l'apprentissage de la danse en éducation, car on ne peut séparer les sens et le mouvement. À toute impression sensorielle correspond une tension tout à fait déterminée de la musculature. Ces impressions sensorielles sont de véritables portes d'entrée par rapport phénomène, et sont en quelque sorte une explication entre l'organisme et un événement objectif déterminé du monde. Il n'y a pas invasion du son dans un corps qui serait passif, mais l'organisme lui-même a une action vis-à-vis du phénomène sonore. Il se constitue lui-même en agissant. Ainsi s'ouvre la porte de la créativité, de l'inventivité, de l'évolution de l'être. Les différents phénomènes sensoriels apparaissent comme des structurations différentes de l'organisme total, et non comme une mosaïque de sensations, dont chacune serait le stimulus impliquant une réponse stéréotypée. Il ne s'agit pas pour autant d'abandonner les caractéristiques précises de chaque sens et leur spécificité, mais de les envisager comme collaborant entre eux. Si des trajets nerveux, des connexions se perdent par manque de pratique, par mise à l'écart comme dans le cas du son, par rejet de la musique en danse contemporaine, on trouvera une modification des autres phénomènes, car cette spécificité n'existe qu'intégrée dans un phénomène global. Une perception sensorielle représente une structuration déterminée de l'organisme total. Le son ne va donc pas agir uniquement par le canal de l'organe récepteur, l'ouïe, par des connexions directes et isolées vers le cortex, lieu de la perception, mais de multiples récepteurs du son vont permettre de recevoir des impressions qui vont se propager à travers tout l'organisme, par la fonction énergétique diffuse, l'influence du tonus sur l'ensemble des fonctions. Un sentiment du temps va émerger.
C'est en ce sens que l'hypothèse d'énergie sensorielle spécifique au sens de phénomène qualitatif déterminé est justifiée. Mais les phénomènes ont leur spécificité uniquement dans le cadre du processus global. La spécificité ne naît que dans ce dernier. Une musique n'est pas, ainsi qu'il est dit dans certains cours de danse classique ou contemporaine, entendue seulement par l'oreille et comprise par l'intelligence. Pour cela, ces mêmes cours de danse, actuellement, font entendre des musiques à des enfants qui doivent rester immobiles. Ils passent directement à l'intellectualisation de la musique, qui est l'apprentissage d'un langage musical, c'est-à-dire à des symboles sans que ces enfants n'aient pu vivre puis percevoir ce qu'est un son ou un rythme. Une perturbation du comportement et des symptômes d'isolement dus à une lésion organique peuvent être rapprochés du résultat dû à une coupure volontaire de l'être et de l'environnement. Le refus du monde sonore et vibratoire entraîne une perte de fonction qui est alors globale, et pas seulement limitée au sens de l'ouïe, induisant un déséquilibre fonctionnel concernant l'énergie propre de la personne et son comportement vis-à-vis d'autrui et du monde. La dédifférenciation qui se produit en cas de lésion se manifeste par une sensibilité différentielle réduite et amène un déficit des différentes fonctions liées au champ sensoriel, non seulement en ce qui concerne les sons, mais par extension aux autres sensibilités. L'altération d'une fonction perturbe le fonctionnement de tout l'organisme. L'organisme est lésé par le fait que l'appareil réagissant est isolé du tout de l'organisme, par élimination de l'influence corticale, ce qui rend impossible une composition adéquate avec le phénomène. L'isolement de l'organisme par rapport au son vient du manque d'interaction organisme-environnement. Le corps lui-même ne développera aucune fonction et aucune énergie propre venant du temps et du son. Il y a isolement volontaire et dédifférenciation de l'organisme, de l'élève en situation d'apprentissage, par cet isolement. Quand une partie de l'organisme est isolée, il y a une répartition différente des diverses influences, révélant des zones totalement inexploitées. Les zones isolées vont s'étendre dans un espace qui va atteindre d'autres zones, et entre autres les zones motrices. Ainsi, un isolement sonore pourra entraîner des répercussions non seulement sur le plan sensorimoteur, mais également énergétique et mental. Ajustement proprio et extéroceptif, et non hypothèse de constance. C'est dans la mesure où la conduite est intellectuelle et impartiale que l'hypothèse de constance devient acceptable en ce qui concerne la relation du stimulus et de la réponse sensorielle spécifique et que le stimulus sonore, par exemple, se limite à la sphère spécifique, ici la sphère auditive. L'hypothèse de constance est la suite logique de la mécanisation du corps. À partir du moment où le corps et ses différentes fonctions sont morcelés, il suffit à l'intelligence abstraite d'en prendre le commandement. Diviser l'objet particulier, considérer les plus petites particules obtenues et à partir d'elles, tenter de reconstruire l'objet, dans notre cas l'organisme. Dans cette doctrine, le réflexe possède avant tout fonctionnement, un câblage préétabli. 45 ne situant certainement pas les différents niveaux du système nerveux central, le niveau réflexe est confondu avec le niveau automatique. Les réflexes sont des réponses automatiques. Au contraire, les différents segments du corps ne sont connus que dans leur valeur fonctionnelle et leur coordination n'est pas apprise. Tous ces mouvements sont à notre disposition à partir de leur signification commune. Quelle est la signification que prendrait alors ce corps mécanique ? Il aurait le sens d'une servitude vis-à-vis de la pensée. La signification existentielle au contraire nous mène à un synchronisme. La coordination n'a pas de centre spécifique, elle siège partout et nulle part. 48 Le concept de coordination et de sa localisation marque le désir de spatialisation du corps. Les réflexes en kinésiologie vont s'associer dans une coordination de réflexes, 49 qui va se réaliser par l'intelligence abstraite et catégorielle. La kinésiologie ne prend pas en compte la valeur fonctionnelle, mais l'analyse de parties du corps et du mouvement. Les schèmes d'action ne vont pas se construire en fonction de la signification existentielle du mouvement, mais seront immuables. La mécanisation du corps va se poursuivre avec l'élaboration de chaînes musculaires. Il n'est pas possible d'isoler le fonctionnement des différents sens, des différentes fonctions, puis de les juxtaposer, car c'est uniquement une intelligence spatiale, linéaire, qui va vouloir élaborer ce processus,
il ne pourra alors avoir de fonctionnement unitaire adapté aux situations. L'organisme est lésé par le fait que l'appareil réagissant est isolé du tout de l'organisme, par élimination de l'influence corticale, ce qui rend impossible une composition adéquate avec le stimulus. Ce même isolement d'une partie de l'organisme va donc rendre impossible une unité d'action. L'unité d'action du mouvement impossible pour les danseurs contemporains tient à leur vision du corps. Baser les apprentissages sur le morcellement du corps, le stimulus-réponse, c'est provoquer chez l'apprenant une impossibilité de pouvoir s'adapter à des situations imprévues et nouvelles, d'aller vers elles et de créer. L'organisation de toute la personne, son équilibre s'en trouvera perturbé. Les phénomènes isolés artificiellement ne peuvent fonder une conception du tout. Cette dédifférenciation amène à une capacité fonctionnelle de l'organisme diminuée. 52. Lorsque le comportement réflexe doit, par la confrontation au réel, se mettre en branle, il peut se produire deux formes de réflexe. Proprioceptif, concernant une autorégulation d'un phénomène se passant au sein de l'organisme, extéroceptif, face à l'environnement. Il y a dans l'ajustement du comportement une synchronisation entre les données internes et les données externes. Le comportement va dans son action réaliser un compromis avec l'environnement. Ce compromis ne pourra se réaliser qu'à partir du tout de l'organisme. C'est la base de l'échange du bébé avec le monde. C'est pourquoi l'éducation par la danse doit absolument tenir compte de la qualité fonctionnelle de l'organisme, qui est celle de l'ajustement global. De grands schèmes de coordination aident à l'organisation des réflexes, ce qui est vrai, si sur le plan de l'apprentissage l'enfant a pu librement se confronter aux obstacles et les résoudre progressivement par lui-même en s'ajustant. Il va alors, sur le plan pré-réflexif, se construire tout un ensemble personnel de réflexes qui par la pratique s'automatiseront. Pour la danse contemporaine, ces schèmes de coordination sont par exemple le schème de flexion et le schème d'extension, qui sont rattachés aux chaînes musculaires, c'est-à-dire à des ensembles types de mouvements où par exemple, le haut se coordonne avec le bas, ou un côté avec l'autre côté. Ces schèmes préexistants imposeraient des changements d'état, de manière d'être, indiquant l'absence de liberté possible de cette vision mécaniste. Au contraire, nous dirions que nous avons des comportements qui sont spécifiques à notre humanité, qui vont nous faire agir et réagir par des modes d'expression et de mouvement qui pourront être étudiés et mis en catégories, ce qui ne nous permet pas d'inverser, c'est-à-dire de prendre ces catégories comme des lois et d'imposer ces lois au mouvement comme étant des constantes. Les éléments de la physiologie, de la neurologie sont en danse contemporaine interprétés à la manière mécaniste. Ce qui est décrit correspond à un certain niveau de maturation nerveuse se traduisant sur le plan psychomoteur par des évolutions dans les ensembles significatifs des mouvements. C'est-à-dire qu'ils vont correspondre à un âge, se produire, sauf problème de développement, pour tous les enfants à une certaine période de maturation, mais vont garder la signification du contexte, de la relation et surtout des particularités des enfants, ce que nous ne retrouvons pas dans la signification donnée du schème. Le schème acquiert ici un rôle prédéterminé, immuable et figé. Nous aurions donc un corps-machine composé de schèmes, à l'intérieur desquels les mouvements existeraient déjà potentiellement et mécaniquement associés. Ils préexisteraient, ce qui voudrait dire qu'ils précéderaient l'expérience, la détermineraient. Notre corps-machine serait notre serviteur, dont les réflexes seraient modifiables s'ils sont stimulés. L'apprentissage de la danse serait alors l'action similaire à l'expérience de laboratoire, où l'enseignement du mouvement proviendrait d'une stimulation de telle ou telle zone du corps. Nous obtiendrions ainsi des catégories de mouvements, pouvant être classées et servir à volonté selon la situation envisagée. N'est-ce pas ce qui est parfois visé dans certains cours de danse ? La danse peut être comprise comme un essai pour assimiler les règles d'une coordination fluide du travail du corps, et du fonctionnement de l'esprit à travers l'expérience pratique de nombreuses associations de ces éléments constitutifs. Le sens de l'action, l'intentionnalité n'y ont plus aucune raison d'être et la conscience n'y a pas sa place. Pour certains danseurs contemporains, le réflexe doit être utilisé, signifiant par là qu'il peut être déclenché à volonté. Il suffirait d'un stimulus adéquat pour mettre sous tension l'objet corps. La notion classique du réflexe ne représente pas l'activité normale de l'organisme,
mais la réaction que l'on obtient quand on l'assujettit à travailler pour ainsi dire par pièces détachées, à répondre non pas à des situations complexes mais à des stimulus isolés. Le réflexe va être provoqué en danse contemporaine, en mettant la personne en situation de prise de risque. Ces risques sont censés faire travailler les réflexes, risques, déséquilibre, désorientation. Or l'intentionnalité inconsciente liée au réflexe dans une action n'y apparaît pas. Quelle est la valeur dans un cours de danse, dans le fait de mettre un enfant en difficulté et en péril, pour observer s'il va s'en sortir et avoir le bon réflexe? Le réflexe apparaît dans un processus global où l'action a un but, le réflexe a une signification. Selon Buitendijk, il n'est pas possible de susciter des réflexes. Ceux-ci n'apparaissent qu'en cas de nécessité. Ils sont d'ailleurs sélectifs. Une partie de l'organisme répond à la situation pendant que l'autre est inhibée. Le réflexe exprime la suppression de la disponibilité d'une certaine partie du corps. Je suis conscient de cette suppression par l'impossibilité de retenir ou de dominer le réflexe. Étant en relation de travail constante avec les enfants en difficulté, nous pensons qu'il serait catastrophique qu'une telle pédagogie leur soit imposée, menant indiscutablement à un déséquilibre corporel et mental et non à une éducation. Car ce ne sont pas des réflexes qui seraient obtenus en morcelant et provoquant des situations extrêmes, mais un comportement violent. Les situations où le fonctionnement réflexe peut le mieux se dérouler sont celles où il est laissé à l'enfant la possibilité de s'exprimer, de s'ajuster librement, à condition d'aménager un cadre structurant. Si la situation est riche et proche de la réalité, les actions pourront fonctionner. Elles ne le pourront pas si le contexte est intellectualisé par des situations imposées, basées sur le langage, ou sur l'univers onirique de l'adulte. Il est impossible, comme l'avancent certains danseurs contemporains, à la fois de permettre un fonctionnement réflexe, en prise directe sur la réalité et de plonger l'enfant dans un univers imaginaire coupé du réel. Le stimulus mécanique en danse contemporaine est celui de la raison suffisante, de la cause. Pour la physique classique, c'est une force, c'est-à-dire un facteur quantitativement variable. Cette force ou raison suffisante est la même que Laban décrit dans sa théorie. C'est un processus où les actions sont juxtaposées les unes aux autres, et où elles sont censées donner une action totale et unie. Ce genre de processus peut être traduit en loi et formulé en langage mathématique, selon certains danseurs. Nous avons au contraire à observer l'enfant dans son évolution développementale, dans le sens d'une structuration progressive. La structuration représente les modifications dans le temps par rapport à des situations différentes, et où l'enfant peut progressivement s'organiser lui-même face à des événements différents. La structuration utilise la plasticité des automatismes. S'il ne faut en pédagogie, ni rejeter les connaissances anatomiques, physiologiques, neurologiques, ni les prendre dans un sens exclusif, la philosophie ne peut pas non plus être écartée lorsqu'elle prend en compte la personne comme un sujet, un être au monde. Le point de vue fonctionnel n'est plus tout à fait de l'ordre du physiologique, car une fonction n'a pas une structure visible et précisément délimitée sur le plan organique. Pour parler de fonction, il faut s'intéresser à la vie et au mouvement de l'organisme. La danse contemporaine tourne le dos au fonctionnel. Avec la biomécanique, il ne peut exister de fonction sensorimotrice, de fonction énergétique ou cognitive. Les fonctions mentales sont réduites à une certaine forme de la représentation et de l'imagination. Les connaissances des différentes fonctions du système nerveux central nous servent de guide dans ce qui est possible, et jamais dans ce qui arrivera de fait. Dans le behaviorisme et la biomécanique, le caractère immuable et de ce fait prévisible dans le temps est prééminent. Ces valeurs nous amènent à une anticipation de ce qui va effectivement arriver. Les danseurs se représentent dans le détail tout ce qu'ils veulent réaliser, interdisant ainsi toute création originale. C'est surtout une atteinte à la liberté. L'erreur du behaviorisme est de croire que les influences extérieures sont les causes alors qu'elles ne sont que les conditions, tout comme les structures anatomiques. En posant les schèmes moteurs a priori avant toute expérience, il y a exclusion de toute prise en compte de l'événement sur le plan qualitatif. Ainsi le corps n'est jamais un corps propre, le mouvement n'est jamais un mouvement personnel du sujet, mais dirigé par la pensée. Les phénomènes seront toujours vus sous cet angle rigide de schème préétabli. Pour la kinésiologie,
Les réflexes suscités par les prises de risque seront commandés par le cerveau, par voie réflexe, par un câblage préétabli. Il n'y a pas de câblage préétabli. Les connexions s'effectuent à chaque expérience et en relation avec elle. Le fonctionnement réflexe est situé au niveau réflexe du système nerveux, donc sous-cortical, et n'est pas commandé par le cortex. Il n'y a pas de lien de subordination entre les fonctions corticales et les fonctions réflexes, mais une correspondance. Entre les fonctions nerveuses dites supérieures et les fonctions improprement dites inférieures, toutes les transitions sont donc données. Il existe, selon M. Merleau-Ponty, un parallélisme frappant entre les comportements réflexes et les comportements supérieurs. Ce qui va intervenir dans un réflexe et le moduler, c'est la valeur du réflexe, le sens de la situation et non le stimulus ou la raison qui envoie un ordre. C'est aussi penser qu'une situation artificielle imposée va donner la bonne réponse, la réponse juste, en quelque sorte, un réflexe immuable sans relation aux conditions proprioceptives et extéroceptives. C'est ce qui est recherché dans le réflexe conditionnel. Celui-ci est créé lorsqu'il est détaché du tout de l'organisme 64. Un réflexe à chaque fois identique sera observé dans sa réalisation si on l'isole totalement. Or l'isolement est la condition fondamentale de la pratique en kinésiologie. Le chien de Pavlov était sanglé lors des expériences de laboratoire, mais il y a d'autres manières d'inhiber une personne. Il s'agit par des expériences répétées, dans les mêmes conditions et en isolant les parties du corps, en morcelant les mouvements, afin de provoquer un réflexe, c'est une liaison forcée. Les réflexes conditionnels sont impropres à être considérés comme base de l'apprentissage normal. Ils sont considérés dans le processus d'apprentissage comme un dressage. 65 Les réflexes conditionnels ne sont pas stables, car il suffit de conditions imprévues pour que l'organisme ne puisse s'adapter normalement. En particulier lorsqu'il s'agit d'influences dues à des perturbations affectives ou émotionnelles risquant de déstabiliser le comportement basé uniquement sur un dressage. Cela est dû au fait que ces comportements sont faiblement enracinés dans l'organisme total. 66. Un apprentissage centré sur le dressage, dans un climat émotionnel négatif, risque de rendre l'enfant instable, hyperactif et même violent. Ce dressage va de pair avec une attitude analytique 67. Avec le morcellement, il relève d'une analyse, d'un découpage du corps. Nous retrouvons ce contenu de l'analyse dans la définition de la kinésiologie, analyse fonctionnelle du corps dans le mouvement dansé. L'analyse du corps mène directement à l'abstraction. Le corps devient un corps étendu sous l'angle de la vision spatiale et abstraite. Nous retombons dans la distinction des substances de Descartes et dans le dualisme. Chez le tout jeune enfant où cette faculté d'abstraction n'est pas encore développée, ces réactions sont obtenues par la contrainte extérieure exercée par l'éducateur. On ne peut baser une pédagogie cohérente et humaine sur le seul réflexe. Cette orientation pédagogique marque l'absence de prise en compte de l'enfant comme sujet. Il y a confusion également entre le mouvement spontané et le mouvement réflexe. Ce dernier peut être un mouvement de recul face à un objet qui surgit dans notre champ visuel. C'est un mouvement involontaire, mais qui est accompli par moi en tant qu'unité vivante. Nous nous mouvons. Pour réflexe conditionné ou behaviorisme, il s'agit d'une réaction musculaire localisée dans un membre ou du bras. Dans ce cas, nous sommes mus. 69 Nous ne faisons rien et sommes passifs. On ne peut construire une pédagogie éducative en ignorant la participation active du sujet. Clage a appelé ce mouvement passif un mouvement mécanique qui ne fait rien, car pour faire il faut un sujet. Une pédagogie visant le sujet par la découverte du moi devrait permettre celle du non-moi et un retour réflexif sur soi, sur son être au monde en prenant conscience de sa propre subjectivité. Si cette dernière est niée et bafouée, le jeune enfant ne pourra se construire en tant que sujet, son corps et son esprit en porteront les marques. Être et se percevoir comme sujet de ses mouvements, de ses actions et expressions, c'est reconnaître son individualité par son corps propre et ses mouvements propres. L'un et l'autre ne peuvent se découvrir par une approche mécaniciste du mouvement, basée sur le réflexe. Le corps propre nié en danse contemporaine ne permet pas cette distinction du moi et du non-moi. Le corps machine ne peut accéder à une corporéité. En l'absence de subjectivité,
La personne ne peut plus percevoir ses actions et ses mouvements comme exprimant son moi. Il y a autant perte d'objectivité, le non-moi n'est pas moi, que de subjectivité, le moi n'est pas identique au non-moi. C'est la psychasthénie décrite par Janet, où les événements extérieurs et les événements propres apparaissent comme de purs mécanismes. La signification du comportement. Loin des modèles anatomiques qui ne sont qu'une forme de caricature, c'est à la signification du mouvement que nous devons nos actions. Les différents segments du corps ne sont connus que dans leur valeur fonctionnelle, et leur coordination n'est pas apprise. C'est par l'intentionnalité que nous pouvons faire confiance à notre corps propre, à notre organisme pour agir. Je veux un certain résultat et les tâches se répartissent d'elles-mêmes. Tous ces mouvements sont à notre disposition à partir de leur signification commune. 71. L'organisme est une œuvre d'art particulière car c'est seulement dans la danse éducative que le créateur est en même temps œuvre créée, œuvre vivante, mais le pas a été vite franchi par les danseurs, d'œuvre d'art à objet d'art. Toute personne va créer son environnement, son monde en fonction de son organisme vivant, et une personne malade va recréer un environnement adéquat à son nouvel état, va extraire ce qui permet de trouver un nouvel équilibre. L'environnement est extrait du monde par l'existence de l'organisme. 72. Un même changement extérieur, une même expérience ne vont pas faire agir de la même manière puisque cette action sera dépendante de l'état du système au moment de la situation initiale. Une signification par rapport à l'organisme va lui permettre de remplir sa tâche au mieux. Ne s'avère être excitant que les événements avec lesquels l'organisme peut composer, qui ne compromettent pas son existence. Le milieu qui va agir sur l'organisme n'est pas l'ensemble de l'environnement, ce qui donnerait un excès d'information. L'organisme appréhende alors l'objet extérieur soit en l'accueillant, soit en le rejetant. C'est la loi de prégnance de Wertheimer, théorie de la forme. Le but est déterminé par la signification de ce processus quant à la tâche essentielle de l'organisme total. 74. Les phénomènes isolés, artificiellement, expérimentalement ou intellectuellement, ne peuvent fonder une conception du tout, l'essence de l'organisme ne pouvant se retrouver dans le phénomène isolé. K. Goldstein réfute ainsi le fait d'obtenir une réponse fiable en cherchant soit par des investigations physico-chimiques, signifiant déjà une certaine destruction de l'organisme, soit en partant des seules données psychologiques ou de données physiologiques imaginées. La limitation dans le fonctionnement global et total de l'organisme mène à la dédifférenciation imposée dans beaucoup d'apprentissages rigides où le mouvement est fixé. Cela entraîne une homogénéisation des réactions. Il importe pour l'éviter, de mettre en place les actions favorisant la plasticité, l'aptitude à s'adapter de façon appropriée aux circonstances du moment. 76. Cette aptitude va concerner soit le réflexe simple, soit la réaction, que K. Goldstein définit comme une véritable opération. Même si le comportement réflexe n'est pas constitutif du comportement général de l'organisme, il est important qu'il puisse se manifester dans des situations où le mouvement volontaire ne peut intervenir. Une charge trop lourde pour le bras et les muscles, amenant une distension anormale sans que l'organisme puisse y opposer une contre-innervation volontaire, nécessite un réflexe proprioceptif sain. Ce sont des situations pédagogiques que l'on peut faire vivre aux enfants en danse éducative, lorsqu'ils sont en contact avec des objets. La gestalt de l'environnement n'est pas neutre à l'égard de la personne. Cette dernière choisit les situations en fonction du sens pris vis-à-vis de cet environnement. Cette forme va progressivement s'élaborer pour la personne, par elle, par un processus sensorimoteur passif-actif de perception et de connaissance. 77. Cette image-perception de l'environnement va donc dépendre de l'image et de la perception de soi. Un comportement adapté parfaitement est celui qui serait complètement en relation avec l'environnement. Le réflexe peut également apparaître dans d'autres circonstances dues au comportement humain, qui a comme caractéristique de pouvoir isoler artificiellement des parties de son propre organisme. 78. Cet isolement n'est nécessaire que dans certains mouvements volontaires, qui nécessitent d'être centrés sur une partie du corps. L'isolement ne peut constituer la base d'un apprentissage éducatif en danse. L'isolement sensoriel en danse contemporaine.
L'action motrice, à l'opposé de la réponse classique réflexe, est une fonction élaborée qui va au-delà du simple niveau réflexe. Elle est non seulement proprioceptive mais également extéroceptive, en étroite relation avec le monde environnant et l'expérience. Les mouvements vitaux se corrigent au fur et à mesure des expériences par un réglage de l'innervation motrice, en fonction des particularités de la situation. 79. En danse contemporaine comme en physiologie classique, il y a négation de la réalité propre et objectivation des structures révélant ainsi une mécanisation de l'organisme. Le behaviorisme en danse revendique un câblage préétabli, ce qui rend inutile toute forme d'expérience et prédétermine toute action. Pour Erlaban, sur lequel actuellement les théories de la kinésiologie en France se sont basées, l'expérience serait non pas un vécu mais un savoir, plaçant ainsi la connaissance a priori, avant l'expérience vécue. Ce savoir serait un savoir cinétique perdu, 81 posant l'expérience de l'ordre de l'avoir. Elle doit être retrouvée par la remémoration, ce qui ferait penser qu'elle serait inscrite en l'homme, a priori. En perdant cette expérience, l'homme aurait perdu le lien qui le rattache au monde. Pour cette raison, l'homme serait coupé du monde à moins de se remémorer son expérience passée. C'est une des caractéristiques des contenus de l'apprentissage de la danse contemporaine que nous étudierons plus loin dans les valeurs du temps, qui consiste à nier le présent et l'avenir, pour se tourner vers le passé. Le présent et le réel sont refusés au profit d'un idéal, pour un corps-objet parfait. Le présent est marqué par le néant d'un terrible ennui. La notion d'expérience, selon Erlaban, ne peut devenir savoir qu'entre la veille et le sommeil où il y a appropriation de sa mémoire corporelle. L'expérience sera recherchée dans l'extase, dans un abandon où le corps devra être délaissé pour s'élever dans la danse. M. Wigman ainsi que Laban préconisaient une expérience du corps au prix d'une lutte intérieure. 83 Dans cette lutte intérieure, le danseur semble tout seul au monde et la danse apporte la conscience de soi-même, le propre physique du danseur disparaît en même temps que le monde alentour. La conscience de soi est amenée dans la solitude, au prix d'une lutte avec soi-même et d'une souffrance. Le lien constitué par la mémoire du corps permet de relier les actes entre eux, et de construire une cohérence interne. Nous retrouvons avec le lien, le besoin de joindre ce qui a été auparavant séparé, comme un édifice de mouvements élémentaires. La mémoire du corps servant de lien avec l'expérience n'est pas selon Laban, accessible à la conscience, et il tentera d'élaborer une conception de l'expérience pour la faire apparaître. Pour cela, il faut oublier l'état présent du corps. 86 Cette pensée motrice doit utiliser le corps afin de se libérer. L'expérience interne consiste pour Laban à sortir hors de soi, des limites imposées par le corps. Recherchant l'isolement des parties du corps avec le mécanicisme, ainsi que l'isolement de la personne avec l'environnement, la danse contemporaine va vouloir, en s'appuyant sur le modèle de Laban, sortir de soi, de son corps. La haine de la réalité et le besoin d'un refuge dans un modèle idéal mènent à la destruction du corps de l'être dansant. C'est ce franchissement des limites du corps, recherché par les danseurs contemporains et qui est souvent exigé par les enseignants ou chorégraphes. Voici un témoignage écrit d'une danseuse contemporaine, c'est Widilsen. Danseuse chez Karine Saporta, j'allais à la limite de mes possibilités. Puis d'un coup, j'ai perdu la capacité de danser, tétanie. La perte de la parole est venue après. Selon moi, en dansant, on opère une coupure entre le corps et l'esprit car la volonté de danser est plus forte que tout. Si le corps nous envoie des signes, on ne s'écoute pas. Quand un coup dur survient, on réalise que le corps réagit pour que l'intégrité de la personne persiste, que ça n'aille pas plus loin jusqu'à la folie. Si l'on continue à faire la sourde oreille, le corps pousse encore plus loin jusqu'à ce point d'arrêt. Je pense que c'est nécessaire. Quand on est jeune, notre désir de séduction passe par une volonté de plier le corps au regard ou au désir de l'autre. On est finalement en conflit permanent avec soi-même. Je voulais à tout prix travailler avec Karine. Je cherchais un chorégraphe qui me ferait sortir de mes limites. Et puis, il y a eu cet événement qui a été comme une annulation de moi-même. J'ai dû apprendre à aimer mon corps tel qu'il était. Donc aussi apprendre à m'aimer tel que je suis et non tel que j'aimerais être. 89. 50.
Binswanger décrit assez précisément le cas d'une patiente que nous pouvons rapprocher de ce qu'a vécu Seville Dinson. Les symptômes chez l'une et l'autre expriment le dépassement des limites et la négation de soi. La corporéité n'est qu'une forme particulière de l'existence humaine et dans certaines circonstances, elle demeure le seul et unique champ d'expression. Ces deux personnes présentent des expressions centrées essentiellement sur la corporéité, comme débordant de cet excès de destruction du corps. L'aphonie devient alors l'ultime avertissement d'un être qui se perd. Les circonstances sont étrangement similaires, consistant en un repli de la vie en communauté, de la vie dans l'être seul. C'est le refus de la communication avec le monde et autrui, refus de son corps propre et de ses limites. Ce qui est créé par la méthode de Erlaban, et par les danseurs qui vont dans le même sens, c'est-à-dire la rupture de communication, est considéré comme un fait de notre société industrielle. C'est surtout le déni de la liberté et du choix personnel de chacun. Ce repli sur soi est pour Binswanger, l'idios cosmos, dans la pure corporéité sans avenir. 92. Le travail de Erlaban est marqué par une époque, celle de l'entre-deux-guerres. Il adhérait à la philosophie nazie dans le dressage de l'individu, et dans l'obéissance pour se fondre dans la masse, pour se dévouer jusqu'à la mort. Une norme s'affirme de plus en plus dans laquelle une unité harmonieuse est la seule promesse de bonheur. Elle est l'essence du corps sain et privilégie un type de gestualité en cercle. Cette unité se résumerait par une phrase : le corps existe, c'est un objet que je possède, c'est un avoir et non plus un être. Cet avoir montre bien que le corps n'est pas corps-sujet mais un objet que le je, la personne, le soi posséderait. Nous refusons dans l'enseignement de la danse éducative aux enfants, ce modèle nihiliste. Il mène à la destruction psychophysique d'un jeune être fragile. Nous nous opposons dans la formation de l'enfant à ces théories de morcellement du corps, de mécanisation du mouvement, et au contraire nous sommes persuadés que la danse peut être éducative, si les valeurs fondamentales de l'être humain ne sont pas ignorées. C'est par la richesse de l'expérience du mouvement que l'organisme de l'enfant va pouvoir évoluer tout au long de son développement et suivant sa maturation fonctionnelle. Plus encore que la simple pratique du mouvement, c'est l'aptitude qui va être acquise dans le temps, un pouvoir général de répondre à des situations variées ayant un sens en commun. De la passivité du corps physique, vision anatomique et médicale, conditionnée par des stimulus, à des réponses stéréotypées, nous voulons au contraire mettre en avant la constitution de l'organisme qui, en construisant sa réaction, se constitue lui-même. L'intellectualisme et le mécanicisme classique ne tiennent pas du tout compte de cette autorégulation des fonctions du système nerveux et ne voient pas l'essentiel consistant dans la différence entre le mécanicisme aveugle et le comportement intelligent. Contrairement à ce que croient certains danseurs, un comportement intelligent n'est pas un mouvement dirigé par l'intelligence, mais une véritable intelligence du corps. Il y a amalgame entre le rôle des fonctions corporelles et des fonctions mentales. La forme nous révèle ce qu'il y a déjà d'intentionnel dans les fonctions dites inférieures, réflexes, et ce qu'il reste d'aveugle dans les fonctions dites supérieures. Pourtant, la notion de forme ne dit pas forcément que tout est dépendant de tout. Il existe des degrés dans l'intégration du comportement. La Gestalt théorie nous aide à mieux cerner ce problème de l'organisme à égale distance d'une philosophie de la simple coordination et d'une conception romantique de l'unité absolue de la nature. 97 Les théories mécanistes vont parler de coordination, car comment faire autrement une fois que le corps a été morcelé, que de l'envisager dans une action en un mouvement volontairement juxtaposé. Là aussi l'organisme se charge de synchroniser les différentes fonctions, réflexes et mouvements sans avoir dans l'apprentissage à le faire d'une manière analytique et cognitive. La synchronisation apporte le temps et l'espace vécu dans le mouvement, ce qui n'est pas le cas de la coordination. La coordination volontaire ne doit se faire que dans les mouvements de précision, sur la base d'une expérience vécue déjà riche. On peut parler de travail de coordination pour les sujets atteints de handicap moteur ou seuls, ou associés à des handicaps mentaux associés. Elle est alors préconisée dans des rééducations psychomotrices, mais où l'ajustement global est également la base du vécu du mouvement. La psychologie de la forme éclaire d'une manière neuve les fonctions du système nerveux central. La coordination des mouvements a une signification nouvelle,
qui est celle de la forme et non du processus dans le sens linéaire. Le mouvement et l'unité dans le temps de certaines parties ou phases, c'est une forme dynamique. La neurologie prouve par ses recherches actuelles qu'il n'y a pas de prédétermination de circuit, mais que l'enfant, par son action, peut structurer ses... Nous espérons que vous avez apprécié cet aperçu. Pour continuer à écouter ce livre audio sur Google Play Livres, utilisez le lien dans la description de la vidéo.